Je remercie le comité d'organisation pour m'avoir invité à parler de la prise en charge du nodule pulmonaire. Alors, le nodule pulmonaire, c'est une lésion focale arrondie ou ovalaire qui est définie par la taille. Et on parle de micronodules quand on a un diamètre inférieur à 3 mm. Quand on a un nodule, on a un diamètre entre 3 et 30 mm. Et on parle de masse quand on a un diamètre supérieur à 30 mm. La découverte fortuite de nodules non calcifiés sur la TDM thoracique, c'est un élément qui est fréquent, c'est un événement qui est fréquent et que l'on peut retrouver entre 8 et 51% selon les séries et les populations, d'autant plus qu'il y a des études qui ont été faites, surtout dans le cadre d'un dépistage. Alors, les nodules peuvent être multiples et dans la grande majorité des cas de taille inférieure à 10 mm, dans 96% des cas, et 5 mm dans 72% des cas. Dans l'essai NLST, donc des fumeurs qui sont âgés entre 55 et 74 ans, c'est un essai de dépistage, 24% avaient au moins un nodule non calcifié de 4 mm sur la TDM initiale. Je n'aborderai pas le suivi des individus dans le cadre d'un dépistage et je n'aborderai pas le suivi des patients dans le cadre de la surveillance après une maladie néoplasique. Alors, globalement, les chiffres que l'on a et la méthodologie se basent sur les chiffres rétrospectifs des séries qui ont découvert des nodules de façon fortuite ou sur les données issues des essais et des études de dépistage. Alors, juste un petit mot des essais de dépistage. Les avantages, c'est qu'elles ont un plus haut niveau de preuve et regroupent des dizaines de milliers d'examens. Les inconvénients, c'est qu'elles sont produites dans la population très particulière, éligible au dépistage, population à haut risque, âgée entre 50 et 75 ans. Et il y a eu globalement l'essai aux États-Unis, le NLST et l'étude Nelson en Europe. Et donc, pour faire ces essais de dépistage, il faut que les choses soient bien claires et qu'ils se ramènent à la réalité vécue. Alors, première recommandation, le suivi du nodule thoracique doit s'effectuer par un scanner thoracique sans injection de produits de contraste, si possible faiblement dosé. Et si le patient est éligible à un dépistage, c'est-à-dire qu'il a entre 50 et 74 ans, qu'il est fumeur actuel ou fumeur sevré depuis moins de 10 ans, option 15 ans, ou ayant fumé plus de 15 cigarettes pendant 25 ans ou plus de 10 cigarettes par jour, il est recommandé de le suivre selon les modalités du dépistage. Alors, on distingue classiquement trois types de nodules thoraciques, les nodules solides, les nodules en verre dépoli et les nodules mixtes. Leur prise en charge est différente et je n'aborderai que les nodules solides. Alors, quoi faire devant un nodule solide? Cela va dépendre du terrain du patient, de la taille du nodule et plus particulièrement du volume, des caractéristiques et de l'évolutivité des nodules. On voit ici qu'il y a une vaste gamme diagnostique. Un nodule peut être néoplasique, malin ou bénin, mais vous voyez quand même qu'un nodule peut être aussi inflammatoire ou infectieux, non infectieux, vasculaire ou congénital. Donc les nodules malins, ça peut être soit le cancer bronchique primitif, soit des métastases. Et vous voyez que 80% des granulomes ou des ganglions intrapulmonaires donc, correspondent à des nodules bénins, 10% d'un marteau-chondrome. En tout cas, la gamme diagnostique est très large. Il est caractérisé sur le plan scanographique par la taille, la localisation, la densité, la morphologie et le contenu. Alors, pour ce qui est de la taille, vous voyez que plus la taille augmente, plus le risque de malignité augmente et on peut passer de 0,5% entre 4 à 6 mm jusqu'à 41,3% quand on a une masse qui a plus de 3 cm. Aussi bien pour la taille que pour le volume, plus le volume va augmenter et plus le risque de la malignité va augmenter. Alors, concernant la localisation, pour ce qui est des lobes supérieurs, quand on a un nodule au niveau des lobes supérieurs, il augmente la probabilité de cancer bronchopulmonaire primitif. Le regroupement de plusieurs nodules suggère une maladie infectieuse ou une granulomatose. Pour ce qui est de la densité, le nodule solide, donc ce sont les plus fréquents, de densité tissulaire et qui effacent les contours des vaisseaux avec lesquels il est en contact. J'espère que Dr Hantous me pardonnera si je dis des bêtises. Alors, les densités, les nodules en verre dépoli rapidement, donc le verre dépoli ou mixte. Le verre dépoli, il a une densité inférieure à celle des vaisseaux et respecte les contours des vaisseaux qui le traversent. Pour le nodule mixte, il y a aussi bien la composante tissulaire que la composante en verre dépoli.
La morphologie est aussi importante. Elle est rarement contributive au diagnostic étiologique, cela dit. Bon, mais on peut avoir un bronchocèle, des impactions mucoïdes, un ganglion intrapulmonaire, des atélectasies ou une malformation artério-veineuse. Pour ce qui est du ganglion intrapulmonaire, donc il est solide, il est sous pleural, vous le voyez, de contour net et il a une forme triangulaire. Pour ce qui est de l'atélectasie par enroulement, généralement, elle est en contact de la plèvre avec un épaississement pleural contigu et un déplacement arciforme des vaisseaux qui l'entourent. La malformation artério-veineuse, donc généralement, c'est un nodule qui est connecté avec un ou plusieurs vaisseaux artériels ou veineux. Alors, concernant les contours d'un nodule peuvent être lisses ou réguliers, ils peuvent être lobulés ou spiculés. Quand on a des contours qui sont lisses et réguliers, ceci suggère la bénignité. Cela dit, 21% des nodules malins ont aussi des contours nets et il faut faire attention parce que ça peut être des métas. La lobulation, c'est une zone de croissance rapide. Elle suggère aussi la malignité, mais quand même, dans 25% des nodules bénins, on peut la retrouver. Les spicules, il faut vraiment faire attention. Là, ça suggère vraiment la malignité. Le bronchogramme aérique, c'est la même sémiologie que le syndrome de condensation alvéolaire, sauf qu'il va se localiser au niveau d'un nodule et là, il va suggérer la malignité. Il peut être retrouvé dans 30% des nodules malins et seulement 5% des nodules bénins. Les calcifications, il y a plusieurs types de calcifications, mais ce sont essentiellement les calcifications de type 5 et 6 qui sont les plus inquiétantes. Il faut faire attention en particulier quand on a des antécédents d'ostéosarcome ou de chondrosarcome. Donc rapidement, le type 1, en masse, c'est le granulome calcifié. Le type 2, c'est la calcification centrale dans un nodule qui peut évoquer un tuberculome. Le type 3, la calcification concentrique l'histoplasmose, et vous voyez donc que la présence d'une calcification ne signifie pas malignité. Il faut vraiment faire attention et bien analyser la calcification dans le nodule. Le type 4 ou en popcorn, c'est dans l'amartochondrome, dans l'amartome qu'on peut le retrouver. Le type 5, c'est suspect. Donc, c'est les calcifications excentrées. Le type 6, microcalcification, retrouvée dans 6% des cancers bronchopulmonaires. Le contenu graisseux, moins 40 à moins 120 Hounsfield, généralement il est bénin, retrouvé dans l'amartochondrome. Il est de forme sphérique, de contour lisse et régulier. Généralement, il y a un contenu graisseux, parfois des images en popcorn. Plus rarement, le granulome peut être lipidique ou un lipome. Alors ça, c'était concernant le scanner thoracique. Parmi les autres explorations, et Dr Yedas a très bien analysé les choses. Alors il y a aussi la TEP dans ce contexte. Il faut faire attention aux formes à faible métabolisme, en particulier dans l'adénocarcinome de Bagrate, invasif et dans les tumeurs carcinoïdes. Plus le SUV est augmenté, plus on a un risque de malignité. C'est ce qui se dit dans les RCP, mais elle nous a bien éclairé pour ne dire que les choses ne sont pas aussi simples. Cela dit, on le voit ici sur le schéma qu'en ayant un SUV supérieur à 4, on a 94% de risque de malignité, mais il reste quand même 6% de cas où le nodule n'est pas malin. Défauts positifs et défauts négatifs, donc je ne reviendrai pas sur ça. Les faux positifs, c'est en particulier les infections, l'inflammation, les embolies pulmonaires. Il y a aussi les faux négatifs, donc avec les tumeurs de faible métabolisme. Et là, j'insiste beaucoup sur l'importance de l'interrogatoire, d'un bon examen physique, de ne pas s'investir dans les explorations et partir pour faire un PET scan, alors qu'on risque de se retrouver avec un faux négatif. Donc la demande de l'examen doit être vraiment bien réfléchi. Alors, le nodule forte valeur prédictive négative, le nodule quand il a plus de 8 mm et une TEP qui est négative, on peut faire une abstention chirurgicale et surveiller radiologiquement. On ne fera pas de TEP quand on a un nodule supérieur à 8 mm. Et pour ce qui est du inférieur, oui. Pardon. Pardon. Donc, pas de TEP si le nodule est inférieur à 8 mm. Et il faut faire attention aussi avec le verre dépoli parce que ce n'est pas toujours évident sur la TEP de faire la différence entre le nodule et la malignité du verre dépoli. Là aussi, j'espère que Dr Yedas me pardonnera si je dis des bêtises. Alors, le scanner thoracique.
le PET scan et on n'oublie pas l'anatomopathologie. Dès qu'on va parler d'un nodule, évidemment, il faut penser éventuellement à le biopsier, soit par fibroscopie bronchique, mais c'est difficile généralement parce que ce sont des nodules qui sont de petite taille. Donc généralement, on va passer soit à une BTB sous scanner ou carrément à la thoracotomie. Alors, plusieurs sociétés savantes ont... le minuteur. Ok. Ok. Alors, bon, je dois faire vite alors. Oui. Alors, plusieurs sociétés savantes ont parlé du nodule, en particulier le Fleischner Society, le British Thoracic Society, l'ACCP, l'American College of Chest Physicians, et je vais essayer de voir rapidement les particularités de chaque guideline à part. Donc, les recommandations de la Fleischner Society en 2017, elles ont été actualisées, et les recommandations étaient un peu plus complexes, puisqu'il a été introduit la notion de mesure volumique des nodules avec des valeurs seuil plus conservatrices. Il a été aussi introduit la notion de différence entre l'existence d'un nodule unique et de nodules multiples et surtout la notion aussi de risque individuel. Les recommandations de la société ne vont pas envisager, donc elle n'est pas valable pour les moins de 35 ans, les immunodéprimés et les patients atteints de cancer. Alors si on s'approche pour voir le risque individuel, on va parler de facteurs de risque selon les études et selon les études, il y a plusieurs facteurs de risque. Chacune va avoir ces facteurs de risque à part, mais ce qui en ressort globalement, c'est le tabagisme, l'âge avancé, l'exposition professionnelle, les antécédents de cancer et une éventuelle irradiation, les comorbidités respiratoires, BPCO et fibrose. Et on arrive à l'évaluation du risque individuel justement par la Fleischner Society. Donc dans ce guideline, il n'y a pas formellement indication à utiliser tel ou tel score d'évaluation du risque individuel. Cependant, on suggère d'utiliser la CCP 2013. Alors, vous voyez que si on se réfère à la CCP 2013, le risque est faible de cancer quand on a moins de 5... donc, le risque est faible avec moins de 5% de risque. Le risque est intermédiaire entre 5 et 65% et le risque est élevé quand on a plus de 65% de risque. Et le Fleischner Society a additionné, a mis dans le même contexte, donc la CCP intermédiaire et la CCP élevée dans le haut risque de malignité. Alors, ceux qui ont un faible risque de malignité, ce sont les sujets qui sont jeunes, qui sont non ou faiblement fumeurs, qui ont une petite taille du nodule et une très faible fixation du TEP si elle a été faite, mais on n'est pas du tout obligé de faire une TEP dans ce contexte, mais ce sont quand même des découvertes fortuites. Donc ce sont des patients qui ont eu des TEP, des scanners de façon fortuite. Alors, les sujets qui ont un risque élevé, ce sont les sujets qui sont âgés, fumeurs, des antécédents de cancer, une taille qui est plus élevée, des contours irréguliers, les spicules, on retrouve les spicules, on retrouve la localisation au lobaire supérieur, et une fixation élevée avec une progression en taille du volume. Alors, la notion de volume doubling time, ou encore le VTD, c'est malgré sa faible utilisation en clinique, donc le VTD reste un bon marqueur sensible à l'estimation de la croissance tumorale. La majorité des KPP ont un volume de doubling time qui peut aller jusqu'à 400 jours. Cependant, le risque de malignité associe généralement un VTD inférieur à 100 jours. Le VTT supérieur à 400 jours n'élimine pas la malignité. Par contre, quand on a un VTT qui est supérieur à 600 jours, on élimine de façon drastique le risque de cancer. Alors, comment gérer tout ça? En fonction des guidelines, la décision et la conduite appropriée vont tenir compte de la taille du nodule ainsi que de son volume, du risque clinique de la malignité, du choix du patient. Il est important d'avoir une relation de confiance avec le patient, qu'il soit informé et qu'il soit consentant pour être surveillé, un bon état général. Le sevrage tabagique est évidemment très important et c'est la pierre angulaire et c'est la base de tout algorithme, que ce soit un nodule qui est découvert de façon incidente ou de façon dépistée. D'ailleurs, on ne peut faire de campagne de dépistage si on ne fait pas de campagne de sevrage tabagique. Alors, la réunion de concertation pluridisciplinaire, les RCP, tout nodule doit être discuté en RCP pour la décision finale.
Plusieurs options vont se proposer à nous. Soit on arrête, on dit qu'il n'y a pas de souci, le patient rentre chez lui, il est tranquille ainsi que le médecin. Soit on va faire une surveillance avec des intervalles déterminés par la taille du nodule et le risque clinique. Soit on va surveiller, on va compléter plutôt et pas surveiller par un PET scan pour le diagnostic. Et j'ouvre ici en parenthèse, une parenthèse pour dire qu'on ne surveille pas par le PET scan. Des investigations plus invasives avec biopsie non chirurgicale ou BTB. Le traitement chirurgical, on peut passer directement et sans confirmation anatomopathologique à une lobectomie ou une résection infralobaire. Éventuellement une radiothérapie stéréotaxique ou une radiofréquence ou combiner le tout à la fois. Alors pour les petits nodules de 5 à 6 entre 5 et 6 mm. Pourquoi on envisage et le 5 et le 6 mm? Parce qu'en fonction des guidelines, chacune a une référence. Pour le Fleschner Society, par exemple, on a des nodules qui sont inférieurs à 6 mm de diamètre pour un volume qui est inférieur à 100 mm de mercure de volume. Par contre, pour la CCP et pour la BTS, le cutoff, il est plus petit à 5 mm et, ou encore à 80 mm3. C'est un très faible risque de malignité, c'est pour ça qu'ils sont rassemblés dans une même colonne. Donc généralement, le risque de malignité, il est de 1%. On ne fera pas d'évaluation ultérieure et le même cutoff est gardé aussi pour les nodules uniques mais aussi multiples. Alors pour les nodules entre 5 et 8 mm, on fera une surveillance par scanner dans tous les guidelines, donc cette surveillance existe. Le risque de malignité est déjà plus important, entre 0,5 à 2% dans les enquêtes de dépistage et dans les populations à haut risque. Un scanner entre 6 à 12 mois ou encore 3 à 6 mois pour les nodules multiples, suivi d'un scanner entre 18 et 24 mois s'il y a un risque clinique qui est un risque de malignité élevé. Cela dit, l'intervalle et le nombre de scanners variera par la suite en fonction des guidelines. S'il y a une stabilité du nodule après 2 ans de suivi, on peut dire que le scanner est, que le nodule est bénin et qu'on peut éliminer le risque de scanner. Les nodules solides supérieurs à 8 mm, c'est là que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Le risque de malignité peut arriver jusqu'à 10%. La nécessité d'une approche plus agressive est nécessaire. Une surveillance rapprochée à 3 mois, un PET scan, une biopsie non chirurgicale ou carrément une chirurgie curative, même sans confirmation. La conduite définitive dépendra de la nature de la taille, du volume, de sa localisation, de sa morphologie et du terrain lui-même. Est-ce qu'il peut subir une anesthésie ou est-ce qu'il ne peut pas subir une anesthésie? Alors, pour les recommandations de la BTS, ce qui est particulier à la BTS, si on voit de plus près, donc comme je l'ai déjà dit, quand on a un diamètre qui est inférieur à 5 mm ou quand on a un volume inférieur à 80 mm3, là, le patient est tranquille, il reste chez lui, on peut arrêter les investigations. Quand on a un nodule entre 5 et 6 mm, un scanner à 12 mois, et si stable en volume, on peut laisser le patient tranquille. Par contre, si on a un diamètre qui est stable, il faut recontrôler le patient. Donc ici, la BTS donne plus d'importance au volume du nodule qu'à son diamètre. Quand on a un diamètre qui est supérieur à 6 mm ou à 80 mm3 de volume, on fera un scanner à 3 mois. Et s'il est stable et si le VDT est supérieur à 400 jours, on peut refaire un scanner 1 an après. Pour les nodules solides, quand on a un nodule solide de plus de 8 mm ou plus de 300 mm3 de volume, il faut surveiller. On peut faire une biopsie non chirurgicale ou passer directement à la chirurgie. Tout dépendra des facteurs de risque et de la décision de la RCP. Alors, on voit les choses un tout petit peu différemment, mais pas beaucoup, en fonction dans les recommandations de la CCP. Et dans la CCP, on voit l'introduction très précoce dans l'algorithme du low clinical risk et du high clinical risk. Donc, autrement dit, quand on a un nodule qui est petit, qui fait moins de 5 mm de diamètre, on ne calcule pas vraiment le risque. Il n'y a pas de risque. Le risque est réduit à 0 et on arrête les investigations. Par contre, quand on a un nodule intermédiaire, entre 5 et 6 mm, c'est important de voir le clinical risk. Et si le risque est faible, on fait un scanner à 12 mois. Par contre, si on a un risque qui est élevé, on fait un scanner de façon plus rapprochée entre 6 et 12 mois et après entre 18 et 24 mois. Pour ce qui est des nodules qui sont
solides et qui font plus de 8 mm de diamètre, là, il faut faire une surveillance scanographique, il faut faire éventuellement une biopsie non chirurgicale si c'est possible, mais si ce n'est pas possible, il faut passer directement à la résection chirurgicale, en particulier s'il y a un risque élevé. On fera idéalement un PET scanner. S'il est en hypermétabolisme, il faut opérer le patient. Si le nodule n'est pas fixant, qu'il y a un hypométabolisme, on peut surveiller le patient et on le surveillera par un scanner et non par un PET scan. Tout ça, donc si le patient peut subir une anesthésie générale, si le patient est opérable. Par contre, si le patient a un nodule qui fait plus de 8 mm, qu'il a un risque élevé de malignité, que l'on ne peut pas opérer, on peut même discuter en RCP une radiofréquence ou une radiothérapie stéréotaxique. Alors, que dit la Fleischner Society dans tout ça? Alors, vous voyez que ça se partage en nodules solides inférieurs à 6 mm, donc, ou un volume inférieur à 100 mm3, le nodule solide entre 6 et 8, et le nodule solide supérieur à 8 mm de mercure, ou encore un volume supérieur à 250 mm3. Alors, si le patient a un faible risque, on ne fera pas de scanner, il rentre tranquille chez lui. Si le patient a un fort risque, on fera un scanner à 12 mois. Et là, le suivi, donc on ne fera pas du suivi s'il n'y a pas d'évolution. Par contre, les 12 mois peuvent être discutés s'il y a des signes d'évolutivité. Alors, je note que sur cet algorithme, ce sont les nodules qui ne bougent pas. Mais dès qu'il y a un nodule qui bouge, il faut reprendre l'algorithme de zéro. Okay, donc, c'est bon pour les nodules qui ne changent pas de taille. Alors, pour les nodules solides entre 6 et 8 mm, ou encore entre 100 et 250 mm cubes, donc si le patient a un faible risque, on fera un scanner à 3 mois ou à 6 mois, et on pourra rapprocher s'il y a des signes qui sont inquiétants, en particulier s'il est au lobe supérieur ou s'il est spéculé, quand ils sont multiples. On fera un scanner entre 6 et 12 mois si c'est un nodule qui est unique, puis on refera un scanner entre 18 et 24 mois. Là aussi, s'il n'y a pas de risque, si tout va très bien et que le nodule ne progresse pas, on peut arrêter la surveillance. Et d'ailleurs, dans la Fleischner Society, on n'envisage pas une surveillance au-delà de 24 mois. Par contre, s'il y a des risques que le nodule soit bénin, tout cela peut être rediscuté et on peut continuer la surveillance. Pour ce qui est des nodules solides supérieurs à 8 mm, donc soit on surveille option 1 et on fait un scanner à 3 mois, soit surtout si le nodule est centimétrique, on peut d'emblée passer à une PEP ou à une biopsie. Le suivi ultérieur sera annuel, donc sur 3 ans, et on refera un scanner à 3 mois, à 9 mois et à 24 mois. Alors, pour le nodule solide entre 6 et 8 mm, quand il est à haut risque, on fera un scanner à 3 mois ou à 6 mois. On fera, quand il est multiple, on fera un scanner quand il est unique entre 6 et 12 mois. Le tout sera repris entre 18 et 24 mois en fonction de l'évolutivité et en fonction des signes qui pourraient inquiéter. Si le patient a un haut risque sur le scanner des 3 mois, s'il n'est pas évolutif, on va continuer la surveillance avec l'option 1. Par contre, s'il est évolutif, il va rejoindre le nodule solide quand il a un diamètre supérieur à 8 mm. Donc voilà, c'est globalement plusieurs algorithmes, mais qui finissent par se rejoindre quelque part. La discussion en RCP est très importante pour chaque nodule, et le sevrage tabagique pour les nodules, aussi bien découverts de découverte fortuite ou dépistés. Voilà, merci. Merci Leïla pour cette excellente présentation où tu as abordé essentiellement donc les démarches, les recommandations des différentes sociétés savantes. Mais moi je pense en tant que clinicien, il y a un aspect qui est très très important dans l'approche diagnostique, c'est l'existence de documents antérieurs. Oui. Moi quand j'aborde un nodule, si je vois un cliché antérieur qui remonte à 6 mois ou 1 an et il ne bouge pas, là je suis rassuré. Je peux annuler toute la démarche et je ne rentre pas dans des investigations.
Donc ça, la notion de cliché antérieur, elle doit être introduite dans les recommandations et dans la démarche. À mon avis, c'est quelque chose d'indispensable et il peut éviter une surconsommation d'exploration. Donc ça, c'est un premier point. Alors, vous l'avez bien dit, hein, donc, mais c'était juste, vous avez abordé le nodule solide. Mais c'est bien le temps de dédoublement qui va jusqu'à 600 jours. Il n'est pas valable pour les nodules en verre dépoli, et où on sait que le temps de dédoublement va jusqu'à 1000, et c'est pour cette raison qu'on recommande aussi d'aller surveiller jusqu'à 5 ans. Vous l'avez bien dit, ça se concerne la limite de 400 jours, 600 jours, c'est essentiellement pour les nodules solides. Merci. Alors effectivement, pour les clichés antérieurs, j'aurais dû le noter parce qu'on le retrouve souvent dans les papiers. Et en fait, le fait d'avoir les clichés antérieurs, ça fait une sorte de surveillance rétrospective. Donc c'est comme si l'algorithme était reconstitué de façon rétrospective. Et effectivement, le VTD est variable en fonction de la nature solide ou du verre dépoli.